Bonjour, merci de m'avoir invité. J'ai vraiment la sensation d'être l'alien dans cette journée puisque nous on voit les patients bien après que vous les ayez sauvés. Et donc je vais vous parler de notre expérience. Je travaille dans un service de rééducation qui est à Saint-Maurice en région parisienne et qui est dédié aux enfants qui ont subi des lésions neurologiques acquises. Donc la plupart sont des lésions cérébrales. La première cause c'est les traumas crâniens, mais on a aussi des enfants qui ont des tumeurs cérébrales, des AVC, des anoxies, etc. Une fois qu'ils sont stabilisés, qu'ils sont sortis des services aigus. Non, c'est pas ça. Oh là là. Je sais pas comment marche le truc. Ok. Donc, on va surtout parler du trauma crânien sévère parce que c'est ceux-là qui gardent le plus de séquelles. Bon, ça, vous savez que c'est un problème important de santé publique. C'est la première cause de décès et de handicap acquis de l'enfant et de l'adolescent. J'ai découvert, lorsqu'on a obtenu le financement du suivi d'une cohorte d'enfants traumatisés crâniens sévères, que ça peut être classé dans les pathologies, dans les maladies rares, puisque c'est une incidence vraiment assez faible. Voilà. Et donc, dans presque toutes les cohortes, il y a à peu près 2 garçons pour une fille. Et donc, c'est vraiment des mécanismes assez violents d'accidents de la voie publique, chute de lieux élevés, etc. Donc les conséquences en termes de devenir ultérieur et d'autonomie sont vraiment très particulières parce que, par définition, les enfants ont un cerveau assez immature et qu'on sait que les régions qui sont immatures ou en cours de maturation rapide sont probablement plus vulnérables aux effets d'une lésion cérébrale. Et comme justement elles ne sont pas matures, on va pouvoir ne découvrir les séquelles et les conséquences que lorsque l'enfant aura l'âge que cette fonction mature et qu'on va se rendre compte à ce moment-là qu'elle ne se met pas en place normalement et qu'il a des difficultés qu'il va falloir détecter et prendre en charge. Donc c'est vraiment un effet immédiat, bien sûr, quand il est en phase d'éveil de coma, on voit bien les troubles qu'il a sur le plan moteur, cognitif, etc., mais aussi un effet à retardement qui n'est pas seulement un retard, mais qui peut être vraiment des conséquences à très long terme avec un gros impact sur l'autonomie, y compris à l'âge adulte. Voilà, donc on a toujours, en tout cas il y a pas mal de gens, surtout quand ils bossent avec des adultes, qui ont l'impression que le pronostic est meilleur après une lésion cérébrale chez l'enfant, comme un AVC, un trauma crânien, etc. Donc c'est probablement vrai sur le plan vital et sur le plan de la récupération des troubles moteurs. Et c'est d'autant plus vrai que les lésions sont focales, et ce qui n'est pas le cas des traumas crâniens sévères en général, puisqu'ils ont plutôt des lésions diffuses. Et chez ces enfants-là, on a plutôt effectivement une meilleure récupération sur le plan moteur, mais des séquelles cognitives et comportementales que je vais vous détailler un petit peu, qui peuvent être plus sévères que ce qu'on aurait attendu chez l'adulte. Et c'est à cause de ce retentissement à distance sur les capacités d'apprentissage de l'enfant et de son développement ultérieur. Donc en général, c'est d'autant plus vrai que l'enfant est jeune au moment de l'accident et que les lésions sont sévères et diffuses. Voilà, donc la plupart du temps, les déficits cognitifs sont évalués par des bilans neuropsychologiques qui sont en général assez complets, qui comportent toujours une évaluation de ce qu'on appelle l'efficience intellectuelle, donc c'est le QI. Donc autant par exemple chez l'adulte, le QI n'est pas un bon reflet des séquelles d'un trauma crânien, il peut être tout à fait préservé et les patients présentent typiquement un tableau qu'on appelle de handicap invisible quand ils ont assez bien récupéré sur le plan moteur et ils ont des troubles de l'attention, de la mémoire et des fonctions exécutives, c'est toutes ces capacités très élaborées qui nous permettent d'anticiper, de planifier, de résoudre un problème, de prendre des décisions. Et chez l'enfant, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que l'efficience intellectuelle est impactée par une lésion cérébrale, d'autant plus qu'elle est diffuse. Donc, toutes les cohortes dont les suivis ont été publiés montrent à peu près cet impact, tant sur l'efficience intellectuelle que sur les autres fonctions, que je vais vous détailler un petit peu, mais ils ont des troubles de l'attention, de la mémoire, des fonctions exécutives, ils ont souvent une lenteur, etc. Et donc après, les premiers bilans sont souvent faits dans les quelques semaines à quelques mois qui suivent l'accident, quand l'enfant est suffisamment éveillé et participant pour faire un bilan. Et puis ensuite, on peut en refaire à distance pour contrôler l'évolution. Et c'est là qu'on voit comment ça évolue. Donc ça, par exemple, c'est une cohorte qui a été suivie et inclue à Melbourne, en Australie. À la fin des années 90, ils ont inclus une centaine d'enfants qui avaient eu des traumas crâniens, légers, modérés ou sévères, qu'ils ont comparé à un groupe de contrôle qui était apparié pour l'âge, le sexe, le niveau d'études des parents. Et ils ont ici donc l'efficience intellectuelle globale, donc le QI total, des sujets contrôle, des traumas crâniens légers,
et des traumas crâniens légers ici, modérés et sévères. Et donc ce qu'ils trouvent à la phase aiguë, donc c'est à peu près 3 mois après l'accident, c'est que les sévères ici se trouvent environ une déviation standard en dessous de ce qui est attendu. Donc ils ont un QI moyen à 85, donc au lieu d'avoir la courbe de Gauss autour de 100, ils ont la courbe de Gauss autour de 85. C'est dans la norme inférieure si on veut, mais c'est quand même une déviation standard en deçà de ce qui est attendu. Et quand ils les ont suivis à 30 mois, donc 2 ans et demi de l'accident, ils avaient entre 2 et 6 ans au moment de l'accident, eh bien, les modérés avaient continué à faire des acquisitions au rythme attendu, et donc leur score restait similaire et toujours significativement inférieur à ceux des sujets contrôle, puisque quand on fait des acquisitions au rythme attendu, les échelles qu'on utilise sont faites pour que le score reste constant. Et les enfants qui avaient eu un trauma crânien sévère, ici, s'étaient significativement dégradés par rapport au contrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils s'étaient dégradés par rapport à eux-mêmes, mais ils n'avaient pas fait les acquisitions attendues au rythme attendu, donc leur note avait diminué par rapport à ce qu'on attendait. Voilà. Donc cette décroissance, heureusement, c'est à peu près stabilisé sur le suivi à 5 ans. Et quand ils ont fait le suivi à 10 ans, eh bien, tous les sévères étaient entre 18 et 26 points d'efficience intellectuelle en deçà de ce qui est attendu, ce qui est 1 à 2 déviations standards, et ce qui est beaucoup pour fonctionner en autonomie. Voilà. Et puis je vais illustrer certains domaines avec l'étude TGE qui avait été initiée à Necker par Philippe Meyer, dont l'objectif était, donc c'était des enfants qui ont été inclus entre 2005 et 2008, et l'objectif était d'étudier la mortalité et la morbidité après trauma crânien sévère de l'enfant. Et donc c'est des enfants qui ont été inclus entre 0 et 15 ans, consécutivement admis pour un traumatisme accidentel sévère, donc il n'y avait pas les bébés secoués ou les non-accidentels. Donc il y a eu 81 enfants inclus, 65 survivants, 2 tiers de garçons comme souvent. Et on a pu, après, justement dans le cadre d'un appel d'offres handicap rare, avoir le suivi à 7 ans de cette cohorte. Voilà. Et donc vous voyez qu'on a trouvé vraiment le même pattern au niveau de l'efficience intellectuelle moyenne pour les donc plus de 6 ans, moins de 6 ans, qui était une déviation standard en dessous de ce qui est attendu, autour de 85. Et on voit que les plus de 6 ans à 12 mois avaient significativement progressé. Les progrès ne se poursuivaient pas de manière significative entre 1 et 2 ans. Et les moins de 6 ans n'avaient aucun progrès significatif, ni à la phase aiguë, à 12 mois, ni à 24 mois. Et quand on les a suivis à 7 ans du trauma, le QI total moyen de la cohorte était aussi à 86, c'est-à-dire une déviation standard en dessous de ce qui est attendu, tout à fait similaire à ce qu'on avait tout au début. Et les facteurs prédictifs de l'efficience intellectuelle comportaient bien sûr la sévérité, donc la durée du coma, mais un énorme impact aussi de ce qu'on appelle le niveau socio-économique. En tout cas, on l'avait mesuré par le niveau d'éducation le plus élevé des 2 parents, et dont j'en reparlerai, mais l'environnement dans lequel grandit l'enfant a un impact absolument énorme sur le devenir pour tout ce qui est troubles cognitifs, scolarité et comportement. Voilà, donc ça c'est pour l'efficience intellectuelle qui est de manière générale toujours mesurée dans tous les bilans neuropsychologiques par les psychologues scolaires, etc. Donc bon, c'est comme ça. Et en général, les bilans ne se contentent pas de ça et mesurent aussi les autres fonctions qui sont aussi assez fréquemment perturbées, comme par exemple des troubles de l'attention. C'est des enfants qui ont du mal à se concentrer, alors quand en plus on fait le bilan neuropsychologique, c'est des tests qui sont faits par les psychologues dans un bureau calme avec une seule personne qui donne un test à faire à l'enfant pendant 5 à 10 minutes. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe pendant une journée de classe, dans une classe de 25 élèves, avec un prof et des profs qui vont se succéder pendant plusieurs heures d'affilée, dans une classe parfois bruyante, etc. Donc c'est difficile de les estimer. C'est très important de demander à l'enfant et à la famille et aux enseignants ce qu'ils observent. Les troubles de la mémoire aussi, c'est quelque chose dont ils se plaignent assez souvent. Alors, tout ce que je vous décris, c'est des choses qui sont fréquemment rapportées, qui ne sont pas toujours présentes chez tous les patients, mais c'est des plaintes très fréquentes. Et donc la mémoire... chez l'adulte, il y a déjà beaucoup de plaintes, mais chez l'enfant, ça prend une grosse place parce que par définition, ils vont à l'école, ils ont des choses à apprendre, ils ont des devoirs à faire. Et comme en plus de ça, ils sont lents pour comprendre, pour écrire, pour apprendre, qu'ils sont fatigables, je vais vous montrer ça après, c'est vrai qu'ils sortent de l'école fatigués, ils ont plus de devoirs à faire, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour les apprendre et c'est très compliqué. Et ce qu'on appelle la mémoire prospective, c'est la capacité de se rappeler qu'on a un truc à faire dans le futur. Donc, par exemple, faire signer un mot aux parents, prendre ses affaires de piscine, transmettre un message, etc. Et ça, c'est des choses dont les parents se plaignent beaucoup. Voilà, donc tout ça, ça va altérer et les apprentissages et les interactions sociales. Par exemple, les troubles de la mémoire de travail, c'est ce qui nous permet de faire 2 choses en même temps, de, par exemple, écouter, prendre des notes en même temps,
faire un calcul mental en retenant les données du problème, etc. Donc ça va les gêner sur le plan scolaire, mais aussi pour suivre, par exemple, des conversations à plusieurs avec les copains. Il y en a qui racontent que le temps qu'ils comprennent la blague, les autres sont passés à autre chose et c'est difficile. Voilà. Et puis, donc, je vous parlais au début de ce gros facteur qui compose le handicap invisible de ces patients qui ont souvent bien récupéré sur le plan moteur. C'est les fonctions exécutives, donc c'est les fonctions qui sont les plus immatures dans l'enfance et qui maturent le plus tard, c'est-à-dire on sait que leur maturation complète n'est finie que vers 20-25 ans, et puis on sait qu'après 35 ans probablement ça décline, donc voilà. Et c'est toutes ces fonctions cognitives élaborées qui nous permettent de prendre des initiatives et de conduire un plan et de mettre en place des actions dirigées vers un but, donc de choisir un objectif, de planifier ce qu'on va faire pour l'atteindre, de le mettre en œuvre et de trouver un plan B si on a un problème, de changer de stratégie s'il faut, etc. Donc ça, c'est très fréquemment perturbé. C'est probablement une des fonctions qui est les plus altérées chez ces patients-là et c'est très gênant pour l'autonomie. Et ça intervient aussi dans la régulation du comportement, donc contrôler son impulsivité, supporter les frustrations, etc. Voilà, donc ça peut être, c'est très fréquemment perturbé. Et si les enfants ont été lésés très jeunes, ça peut n'apparaître que plusieurs années après l'accident, quand l'enfant a l'âge que ces fonctions-là se mettent en place correctement. Donc ça peut vraiment apparaître très à distance et être très, très gênant pour le développement de l'autonomie dans le travail scolaire et plus tard l'insertion professionnelle. Par exemple, dans la cohorte TGE, on a fait des tests informatisés des fonctions exécutives qui étaient perturbées à 7 ans de l'accident. Sur l'ensemble du groupe et on leur a donné un questionnaire qui s'appelle le questionnaire BRIEF qui permet d'évaluer les fonctions exécutives dans la vie quotidienne en fonction de ce que disent les parents. Donc il y a 86 items, ils répondent jamais, parfois souvent, donc est-ce qu'il arrive à faire deux choses en même temps, est-ce qu'il s'énerve facilement, etc. Et donc il y a 3 sous-échelles comportementales, donc l'inhibition, la flexibilité, le contrôle émotionnel. Le score normal c'est 50 avec un écart type de 10. Ça, c'est le groupe contrôle qu'on avait inclus. Et vous voyez que les patients sont quasiment une déviation standard au-dessus, c'est-à-dire pire, dans à peu près tous les domaines, que ce soit au niveau comportemental et cognitif, donc mémoire de travail, planification, contrôle des tâches, etc. Donc avec des troubles qu'on voit dans les tests et que les parents rapportent dans la vie quotidienne de ces enfants. Et puis, pour finir sur les troubles cognitifs, c'est une méta-analyse que j'aime beaucoup, qui a été faite en 2009, par des auteurs qui ont repris toutes les études de cohorte prospective longitudinale et les études transversales qui avaient étudié le devenir cognitif après trauma crânien de l'enfant. Ils les ont séparés en degrés de sévérité, donc léger, modéré, sévère, et en période. Donc ils ont regardé la période aiguë, moins de 6 mois, subaiguë jusqu'à 2 ans, et tardive au-delà de 24 mois. Et ils ont modélisé fonction par fonction, sévérité par sévérité, etc. Et ensuite, ils ont tout combiné dans un modèle mathématique dont la synthèse est ici et qui est quand même très parlant. Donc ils ont modélisé la progression des groupes contrôle et des sujets normaux ici avec la ligne pleine. Les traumas crâniens légers qui ont parfois des scores inférieurs au contrôle, mais c'est souvent une minorité des patients traumas crâniens légers qui ont des troubles. Donc dans le groupe, c'est pas significatif et à long terme, ils ne se différencient pas des contrôles. Les modérés, ils ont des troubles significatifs dans des fonctions cognitives tout confondues. Ils font des acquisitions au rythme attendu, mais ils gardent le même décalage avec leurs pairs. Et les sévères sont ceux qui sont les plus à risque, puisqu'ils font des acquisitions à un rythme ralenti et l'écart avec les pairs augmente avec l'âge. Et c'est d'autant plus vrai, évidemment, que l'enfant était petit au moment de l'accident. Voilà, puis ça, c'est des exemples, par exemple, de trajectoires. On peut imaginer la trajectoire développementale d'un enfant, survient l'accident. Il y en a qui récupèrent complètement assez vite et puis qui reprennent une trajectoire normale. Il y en a qui récupèrent partiellement, qui reprennent une trajectoire anormale. D'autres qui ne récupèrent pas beaucoup et qui... Voilà, toutes les trajectoires sont possibles. Voilà. Donc, une autre plainte hyper fréquente et qui n'est pas toujours facile à mesurer, c'est la fatigue. Et ça, vraiment, la fatigue est quand... Bon, évidemment, il faut regarder s'il y a des troubles du sommeil et s'il y en a, il faut les prendre en charge. Mais ils ont en fait fréquemment une fatigue et surtout une fatigabilité, et principalement à l'effort cognitif, c'est-à-dire que ça va beaucoup mieux le week-end ou pendant les vacances, mais quand ils ont école ou plus tard quand ils sont en stage ou qu'ils travaillent, eh bien après un certain temps d'effort, de concentration. La première fois que je me suis représenté ce qu'ils pouvaient ressentir, c'est quand j'étais dans un congrès international et où je me suis concentrée beaucoup plus que d'habitude pour suivre des topos en anglais, pourtant je parle bien anglais. Et bien à la fin de la journée, je me sentais vraiment fatiguée. J'avais plus envie de me concentrer sur ce qui se passait. Et je pense que c'est voilà, ils sont en effort
excessif tout le temps, et donc à un moment, ils décrochent et ils perdent le fil. Voilà, donc ce qui est montré, c'est que c'est quelque chose, il y a des questionnaires qui existent pour le mesurer et qui ne progressent pas forcément beaucoup dans le temps. Et donc dans la cohorte TGE qu'on a suivie à 7 ans, eh bien, on a fait un questionnaire de fatigue qu'on a donné aux parents et aux patients. Un tiers des patients avaient atteint l'âge adulte au moment où on a fait ce suivi. Donc il y a la fatigue générale, la qualité du sommeil, la fatigue cognitive et puis le score total. Et vous voyez que les parents des contrôles donnent des scores qui sont pas loin de 80-90, ce qui est normal, et que vous voyez que les parents estiment que leurs enfants ont une fatigue encore très importante, surtout dans le domaine cognitif. Et vous voyez que les patients eux-mêmes cotent leur fatigue comme extrêmement importante, particulièrement dans le domaine de la fatigue cognitive. Donc c'est un trouble dont ils ne sont pas nosognosiques, enfin, ils en sont vraiment conscients, c'est une grosse plainte qu'ils ont et qui les gêne beaucoup, même quand ensuite ils s'insèrent dans l'emploi. Voilà, les troubles du comportement qui peuvent s'associer, pas chez tous les enfants heureusement, mais aux troubles cognitifs, sont quand même assez fréquents. Il y a une méta-analyse qui a étudié comme ça les choses, où ils ont fait des interviews et des questionnaires aux parents au moment de l'accident sur le questionnaire et la personnalité antérieure, et puis ensuite ils les ont suivis à 6 mois, 1 an, 2 ans, pour voir s'il y avait des changements ou une apparition de troubles psychiatriques. Et bon, ce genre de choses survient quand même dans 10 à 50% des cas, ce qui est assez élevé. Il y a des parents qui décrivent clairement, c'est plus le même enfant, il n'a plus le même caractère, il n'est pas comme avant. Et souvent, ce qu'on observe, ça peut être un défaut d'initiative, une apathie, mais aussi une impulsivité, une irritabilité, une intolérance à la frustration. Ils font des colères pour un oui ou pour un non. Et ça peut être assez épuisant pour la famille. Et puis il y a des cas extrêmes de sociopathie acquise. Et personne n'a déterminé la poule ou l'œuf, mais enfin, il y a pas mal d'études qui sont faites sur les antécédents de trauma crânien chez les personnes qui sont détenues. Et ça tourne entre 40 et 60% des détenus qui ont un antécédent de trauma crânien. Donc c'est quand même... Voilà. Donc vous voyez que avec ces difficultés-là, surtout si l'enfant est jeune, ça peut retentir sur la scolarité, à l'évidence, puisque la scolarité, c'est vraiment une acquisition de connaissances et un développement de l'autonomie importante. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans les études, en fonction des pays, des systèmes scolaires et de l'organisation des systèmes de soins, à peu près chez les modérés sévères, 35 à 80% des enfants sont en circuit scolaire ordinaire avec ou sans des aides. Les autres doivent être orientés vers des circuits scolaires spécialisés. Et c'est très lié aux troubles cognitifs, en fait, surtout la mémoire et les fonctions exécutives. Et puis, on voit ici une étude prospective longitudinale qui avait suivi les enfants sur le plan scolaire sur 5 ans. Et on voit que ceux qui déclinent le plus dans leur trajectoire d'apprentissage sont ceux qui sont les plus jeunes et qui ont les lésions les plus sévères au moment de l'accident. Voilà, donc de manière générale, les facteurs pronostiques dont il a été montré qu'ils influencent le devenir à distance d'un trauma crânien pédiatrique, c'est bien entendu l'état antérieur. Quand un enfant avait déjà des troubles des apprentissages avant et qu'après il a un trauma crânien sévère, ça ne va pas l'aider. Et puis, à contrario, certains qui étaient extrêmement brillants avant, qui avaient probablement des grosses réserves, l'impression qu'on a, c'est qu'ils récupèrent plutôt mieux. En tout cas, ils sont mieux partis. La sévérité du trauma, évidemment. Et puis, tout ce qui est facteurs démographiques et environnementaux qui ont vraiment un impact énorme. Donc, le jeune âge de survenue, plus ils sont petits, plus ils sont à risque d'avoir des séquelles, surtout pour les sévères. Et tout ce qui est environnement socio-familial dans lequel va évoluer l'enfant. Donc et ça a été évalué de plein de façons. On peut évaluer le niveau d'éducation des parents, leur niveau de revenus, qu'est-ce qui a été fait encore, le fonctionnement familial, donc comment est-ce qu'on communique dans la famille, comment on résout les problèmes, comment on peut s'écouter les uns les autres. Et puis aussi le style éducatif parental. Donc il a été montré par exemple que quand le style éducatif parental est très permissif ou au contraire très autoritaire, le pronostic est plutôt moins bon sur le plan cognitif et comportemental. Voilà. Et plus les parents comprennent les difficultés de leur enfant, peuvent mettre en œuvre ce qui peut les aider efficacement dans la vie quotidienne, pour faire les devoirs, pour développer l'autonomie, pour échanger avec l'équipe enseignante, pour mettre en place les rééducations dont ils ont besoin, pour mettre en place les suivis, etc., plus l'enfant va aller bien. Et plus la famille est chaotique et plus tout ce que je viens de dire ne se met pas en place, plus en général la situation dégénère. Voilà. Donc quand ils deviennent adultes, il y a quelques études qui existent et qui confirment que ces troubles persistent à l'âge adulte, que ça concerne les troubles neuropsychologiques, les interactions sociales, la régulation du comportement, la santé mentale. Il y a des taux non négligeables d'anxiété, de dépression. Et par exemple, il a été montré que le risque de suicide est accru après trauma crânien.
Il y a des études qui ont regardé la scolarité, les diplômes obtenus, l'insertion professionnelle. Voilà, tout ça, c'est inférieur à ce qui est attendu dans la population générale. Et ce que décrivent les collègues qui prennent en charge des adultes cérébrolésés, par exemple toutes les structures médico-sociales comme les UROS, les ESAT, etc., ils décrivent que ces patients qui ont eu leur lésion dans l'enfance ne sont pas comme les autres. Probablement parce qu'ils n'ont pas eu... un adulte qui a un trauma crânien sévère, avant son trauma crânien, on sait quelle insertion il avait, quel développement il avait acquis, comment il fonctionnait, et ensuite on voit comment il est par rapport à avant. L'enfant, il y a probablement pas mal de choses qu'il n'avait pas du tout acquises avant son accident et qui vont pas tout à fait bien se mettre en place, ou en tout cas il n'a pas une connaissance de la normalité. Et il y en a pas mal chez qui les gens qui s'occupent de ces structures-là décrivent que, par exemple, ils n'ont jamais appris à faire le ménage, à faire la cuisine, à choisir les vêtements en fonction de la météo, à s'habiller pour un entretien d'embauche. Et c'est toutes des choses qu'ils doivent apprendre. Ça, c'est pour ceux qui sont les plus sévères et qui sont en structure médico-sociale. Voilà. Et puis donc là, récemment, il y a une étude de cohorte qui est sortie en Suède, qui portait sur 1 million de personnes nées entre 73 et 85. Ils ont trouvé qu'il y en avait 104 000 et quelques qui avaient eu un trauma crânien au moins une fois. Avant l'âge de 25 ans, ils les ont comparés à la population générale de la cohorte et à leur fratrie, avec laquelle ils partagent tous les éléments sociaux familiaux et puis la moitié de leurs gènes, comme ils disent. Et ils ont recensé des facteurs comme la pension d'invalidité, un diagnostic de pathologie psychiatrique ou une hospitalisation en psychiatrie, une mortalité prématurée, quelle que soit la cause, et un faible niveau d'études, c'est-à-dire une absence de qualification à l'école secondaire. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que le trauma crânien entraînait un risque, et là c'est tout trauma confondu, léger, modéré, sévère, un risque important de dysfonctionnement à l'âge adulte, dans tous les domaines considérés ici, et c'était très marginalement atténué lorsqu'on les comparait à leur fratrie. Voilà le genre de courbe qu'il y avait pour les différents domaines étudiés. Donc avec tout ça, quand on voit qu'il y a des effets à retardement qui peuvent se mettre en place et des effets à très long terme, on imagine bien que le suivi va devoir se mettre en place dès le début et se poursuivre à long terme. Donc quand c'est un enfant qui a eu un trauma crânien sévère, qui est en phase d'éveil de coma, par exemple, la plupart du temps, ça va commencer dans un service de rééducation par une équipe pluridisciplinaire. Il y aura des soins médicaux, des soins de rééducation. Et dès que possible, on va intégrer de la scolarité dans l'accompagnement de cet enfant. Tout ça, ça va se faire en conformité avec le projet familial. Par exemple, c'est pas rare qu'on ait l'idée que tel ou tel type de scolarité conviendrait mieux à l'enfant, mais si c'est pas le choix de la famille qui préfère faire autrement, on les accompagne dans la voie qu'ils choisissent et puis quitte à réévaluer le projet et à le modifier à distance en fonction de l'évolution. Mais c'est très très important de prendre en compte les paramètres scolaires. Voilà, donc c'est très important d'éduquer les familles, de leur expliquer les troubles, de leur expliquer comment ils peuvent les aider, de communiquer aussi avec les écoles, les médecins scolaires, mettre en place les aménagements quand il y en a besoin, d'impliquer les personnes quotidiennes, donc vraiment ces gens-là qui sont auprès de l'enfant tous les jours, et vraiment on les voit régulièrement pour faire le point sur le développement des apprentissages, de l'autonomie, de la scolarité, et pour mettre en place des actions nécessaires en fonction de l'évolution. Donc à Saint-Maurice, c'est un service qui est dédié aux enfants cérébrolésés dont l'existence est surtout due à l'énorme population dans la région parisienne. Donc il y a des liens privilégiés qui ont été établis avec les équipes de neurochirurgie et de neuropédiatrie et d'oncologie pédiatrique de la région. L'idée, c'est vraiment une continuité des soins depuis la phase aiguë jusqu'au relais enfant-adulte, des soins assez spécifiques et vraiment centrés sur l'enfant et sur l'accompagnement de la famille. Voilà, et donc ce qu'on essaye d'organiser et de faire, c'est que lorsqu'un enfant a une lésion cérébrale aiguë, donc un trauma crânien modéré ou sévère, ou un AVC, une tumeur cérébrale, ce que vous voulez, qu'il y ait au moins une consultation qui soit organisée. Si l'enfant a besoin d'une rééducation pluridisciplinaire et d'une scolarité adaptée à l'évidence, parce que par exemple il est hémiplégique, il a une aphasie ou je ne sais quoi, on va proposer une admission en service de rééducation, il y aura une évaluation, une rééducation pluridisciplinaire. Quand il sera en état, il sera évalué par un enseignant, parce qu'il y a une école sur place, qui va contacter son école d'avant, savoir où il en était, quel était son niveau, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, l'évaluer au moment où il devient évaluable, et proposer une scolarité adaptée à où il en est par rapport à avant. Et puis au bout d'un moment, on fait des bilans assez complets, on fait une synthèse et on réfléchit à la manière dont il faudra organiser la sortie du patient, qui va donc sortir, et puis ensuite retourner à l'école
spécialisés ou non, avec ou sans adaptation, avec ou sans rééducation, en libéral ou par des services de soins divers et variés. Et ensuite, dans tous les cas, qu'il ait eu besoin d'être hospitalisé ou pas, on propose un suivi en consultation à long terme, avec éventuellement, soit si des problèmes surviennent, soit par exemple lors de périodes clés comme avant l'entrée au collège ou avant l'entrée en CP, des bilans de contrôle, comme un nouveau bilan neuropsychologique par exemple, une synthèse de nouveau en disant qu'est-ce qu'on peut faire ou optimiser avant cette entrée au collège ou cette entrée en primaire, et ce jusque relais enfant-adulte. Et puis il y a certains cas qui sont extrêmement complexes où on n'arrive pas en consultation à s'en sortir parce qu'il y a trop de problèmes divers et variés. Et là, il y a une équipe qui s'appelle le Centre de suivi et d'insertion, qui est une équipe mobile qui a été créée en 1997 et qui nous aide énormément. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire à qui on réfère les patients les plus complexes. Et ils peuvent, eux, se déplacer à l'école pour expliquer les troubles, réfléchir avec la famille, aller au domicile, travailler sur le comportement, aider à mettre en place des soins, aider à faire des démarches administratives, etc. Donc, c'est assez utile. Voilà, donc en conclusion, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. Il y en a qui vont bien, hein, mais le risque quand même, après trauma crânien sévère, est élevé de troubles qui, en tout cas, risquent de perturber le développement de l'autonomie, la scolarité et le devenir à l'âge adulte. Et c'est important de pouvoir les suivre sur le long terme pour mettre en place les actions nécessaires au fur et à mesure qui sont utiles et qui peuvent les accompagner. Donc c'est vraiment quelque chose au long cours avec un accompagnement de l'enfant dans le cadre de sa famille qui a une importance primordiale chez eux. C'est tout. Je vous remercie. C'est l'hôpital de Saint-Maurice. Justement, vous nous avez monté des courbes au départ sur effectivement les difficultés. Est-ce que vous avez une idée des mêmes courbes avec tout ce que vous avez mis en place? Ou est-ce que c'est des patients qui n'auront jamais les acquisitions et à qui il va falloir faire répéter toute la vie les mêmes... Est-ce que vous avez une idée des courbes avec ce que vous avez mis? C'est une très bonne question. En gros, non, parce que dans la plupart des cohortes ou même dans la cohorte TGE, les enfants sont inclus dans une étude et donc ils ont des bilans et ils sont suivis comme ça. Mais après, quand on prend en compte, donc évidemment, quand on trouve des difficultés et qu'ils ont besoin de soins, on les met en place. Mais par exemple, les enfants de la cohorte TGE, il y en a 85% qui ont été hospitalisés dans notre service en rééducation à la suite du trauma. Ils sont presque tous suivis. Il y en a qui ont des services de soins à domicile. Ils ont les suivis. Et en général, quand on essaye de regarder le devenir par rapport au nombre de rééducations qui ont été mises en place et tout ça, ce qu'on trouve, c'est que plus il y a de rééducation en place, moins ils vont bien, parce que c'est juste qu'on les a bien prescrites parce qu'ils ont plus de troubles. Et voilà. Ce qu'on sait, c'est que quand les familles ont vraiment du mal à mettre en place les soins, ne viennent pas au rendez-vous, ne comprennent pas, eux, ils vont moins bien. Mais c'est pas... Enfin, c'est en ça que le niveau socio-économique influe, mais on n'a pas réussi. C'est très compliqué, en fait. Parce qu'après, il y a d'autres études de rééducation où on va dire... on rééduque, je sais pas, la mémoire ou les fonctions exécutives et on regarde s'ils progressent. Ça, ok, mais c'est pas un panel général de leur autonomie et de leur socialisation. Donc c'est super compliqué en fait à évaluer. Merci. Moi, je voulais faire un commentaire et poser une question. Le commentaire, c'était de dire la chance qu'on a de travailler depuis maintenant des années avec l'équipe de Saint-Maurice, d'avoir chaque semaine quelqu'un qui passe, parce qu'en fait, la prise en charge, elle débute même en réa, où vous prenez contact avec les familles, les enfants quand ils sont en mesure d'avoir un contact, mais donc c'est très précoce pour anticiper au plus tôt la suite. Ma question, c'est, dans le topo, si j'ai bien compris, là, il n'y avait pas les enfants qui sont victimes de traumatismes, on va dire, de maltraitance. On peut imaginer que ces enfants-là, du fait du contexte et de l'âge de survenue souvent plus petit, que l'évolution ultérieure est moins favorable. Oui, très bonne question. Je me suis limitée à cela parce qu'en 20 minutes, c'était... Mais effectivement, les bébés secoués, ils ont tous les facteurs de mauvais pronostic, puisque déjà, ils ont un retard au diagnostic la plupart du temps. Ils sont très jeunes, ils ont des lésions diffuses, ils ont souvent des lésions ischémiques, etc. Donc déjà, ils ont des lésions très graves pour commencer. Parfois, il y a des... C'est compliqué. Enfin, quand c'est intrafamilial, en tout cas, il y a des choses dans le fonctionnement familial qui ne vont pas aider le suivi. Et ce qu'on avait regardé dans une étude dans le service où on les avait suivis, c'est que, par exemple, il y avait
Parmi les perdus de vue, c'était ceux dont les niveaux socio-économiques étaient les plus faibles. Et parmi ceux qui n'étaient pas perdus de vue, le niveau socio-économique influait très fortement le devenir. Et j'avais fait une revue de la littérature sur le devenir après syndrome du bébé secoué. Je veux dire, les plus longs reculs qu'il y ait dans ce qui est publié, c'est 7-8 ans. Par exemple, j'ai trouvé aucune étude au moment de l'adolescence et rien sur l'âge adulte. Alors que quand on voit le niveau de handicap qu'ils ont, déjà quand ils sont en primaire, moi je pense qu'il y en a au moins un tiers à la moitié qui ne sont pas autonomes quand ils deviennent adultes. Je voudrais savoir quel discours vous tenez aux parents quand les enfants arrivent chez vous par rapport à l'évolution et au devenir de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut leur dire parce que ça, c'est quand même assez sévère comme évolution d'après ce que vous nous dites. Alors, ce qu'on montre là, c'est toujours des évolutions au niveau d'un groupe. Donc, il y a un groupe de 50 enfants qui sont inclus. On trouve qu'en moyenne, ils ont ça, en moyenne, ils ont ça, en moyenne, ils ont ça. Mais pour un enfant donné, c'est très dur de se prononcer, premièrement. Deuxièmement, je pense que quand on les reçoit, même quand ils sont en phase d'éveil de coma, sans contact, etc., il y en a plusieurs fois où je me suis dit, je me demande s'il va se réveiller. Et heureusement que je n'ai pas dit ça à la famille, parce que finalement, ils se sont réveillés et j'aurais eu tort. C'est souvent des enfants dont, quand vous les avez eus dans vos services, vous leur avez dit pendant les 2-3 premiers jours que peut-être ils allaient mourir, que peut-être il y aurait même une limitation des soins, etc. Et c'est pas arrivé. Donc déjà, de toute façon, ils partent du principe qu'on leur a dit ça, c'est pas arrivé. Donc après, même si on dit il risque d'y avoir des séquelles, déjà le premier truc, c'est pas arrivé. Donc le deuxième, ça va pas arriver non plus parce que nous, on veut y croire. Et ensuite, ça sert à rien. Enfin, je pense que ça sert à rien initialement d'asséner des choses. Je veux dire, ils voient bien l'état de leur enfant, on les examine devant eux, donc s'il est désorienté, s'il est aphasique, s'il est mutique, s'il ne tient pas assis, etc., ils le voient très bien. Et donc, tout ce qu'on leur dit, c'est qu'on surveille, qu'ils sont là parce qu'ils ne sont pas en état d'être à la maison et qu'ils ont besoin d'une rééducation pluridisciplinaire spécialisée, qu'on mettra en place l'école et tout ça quand on pourra, et qu'on va suivre le déroulement de la récupération. À ce moment-là, il y en a qui ne posent même pas la question de savoir s'il y a des séquelles, donc on ne leur assène pas tout de suite. S'ils demandent, on dit, c'est effectivement, c'est une lésion assez sévère, il y a des risques qui gardent des difficultés de mémoire, d'attention, qui pourraient le gêner à l'école, mais c'est difficile de se prononcer maintenant. Et en fait, finalement, voilà. Ils constatent très bien l'état de l'enfant avec nous. On dit que c'est sévère et qu'il y a besoin de choses importantes. S'ils demandent, on dit qu'il y a un risque non négligeable de séquelles, mais que de toute façon, le suivi est là pour ça. On leur dit aussi très tôt qu'il y aura un suivi jusqu'au relais adulte pour s'assurer du développement de l'autonomie et pour mettre en place ce qu'il faut au fur et à mesure. Et ça vient petit à petit, en fait. C'est une question qui est complètement extraterrestre. Est-ce que dans les groupes qui vont, on va dire, parmi les patients qui vont récupérer, même s'ils sont sévères, qui vont récupérer plus que ceux qui ne vont pas récupérer, est-ce que vous avez des données, j'allais dire, d'imagerie fonctionnelle, je me tourne vers Denis Vivien, savoir si c'est pertinent aussi, qui pourrait vous permettre de dire, celui-là, il a récupéré, on a peut-être observé ça, et pour retourner un petit peu après en amont, en disant il a peut-être plus de chances de récupérer que pas. Enfin bon, après, il faut toujours travailler pour récupérer, mais... Bon, je vais déjà donner mon opinion. En tout cas, dans ceux qu'on a vus qui ne se réveillent pas et qui restent post-relationnels ou végétatifs, ce qui est quand même pas fréquent, la plupart du temps, c'est soit qu'il y a eu un arrêt cardiaque à la phase aiguë et une anoxie associée, soit des grosses lésions du tronc. Et sinon, presque tous les autres que j'ai pu voir se sont réveillés, déjà. Après, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que plus les lésions sont diffuses, plus le risque de séquelles est élevé. Mais là aussi, on a tout vu. Enfin, je veux dire, j'ai vu des enfants qui ont des lésions cérébrales sévères et diffuses et qui vont super bien. Et l'inverse aussi. Donc, personnellement, je ne fonctionne pas avec l'IRM pour me faire mon idée. Je me base sur la clinique. Et quand les parents me posent la question, c'est ce que je dis. Je dis, l'IRM, elle peut montrer ça ou elle peut montrer ça. Ce qui compte, c'est comment il va aujourd'hui. Ça, c'est mon opinion. Et c'est comme ça que moi, je fonctionne en clinique. Je ne sais pas dans le domaine de l'imagerie si on peut faire le lien, mais par contre, il y a pas mal d'études sur des biomarqueurs des traumas crâniens sévères. Et je ne sais pas si là, il y a une corrélation entre le niveau de ces biomarqueurs et l'évolution pronostique. Oui, il y a des études qui commencent à sortir là-dessus.
Encore une fois, je pense que c'est aussi très modéré par l'environnement familial. Et comment dire, c'est un peu comme l'âge de survenue, la sévérité, les lésions. Je veux dire, c'est un facteur de plus qui nous informe qu'il est plus à risque ou moins à risque d'eux, mais c'est toujours un patient qui est une personne dans une famille et qui va avoir son parcours. Donc ça nous donne une idée d'un risque plus ou moins accru, mais n'empêche qu'on peut toujours, enfin, on pourra jamais l'appliquer directement à un patient. C'est à l'échelle d'un groupe que ça va être utile, je pense. Mais c'est voilà, c'est une arrière-pensée. C'est comme quand ils ont une irradiation crânio-spinale avec une dose plus élevée, on se dit il est plus à risque de séquelles à distance, mais il y en a quand même qui vont mieux, alors qu'on ne s'y serait pas attendu. Vous n'avez pas insisté beaucoup sur les traumas crâniens légers de l'enfant? On sait que chez l'adulte, il y a pas mal d'adultes qui sont diagnostiqués trauma crânien léger au moment de l'arrivée à l'hôpital, et derrière, ils se plaignent des mêmes troubles cognitifs, attention, fatigue, etc. C'est pas le cas chez les enfants, ou c'est aussi le cas et on n'en parle pas? C'est aussi le cas. J'ai pas, je me suis dit que comme je parlais des réanimateurs, j'allais parler des sévères, mais oui, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, il y aurait entre 10 et 20% des patients qui ont un trauma crânien léger qui garderaient un syndrome post-commotionnel par la suite, qui la plupart du temps récupèrent quand même dans les semaines ou dans les mois qui suivent, mais il y en a environ 10% qui gardent des troubles. Et donc actuellement, par exemple en Ile-de-France, il y a un groupe de travail qui se réunit depuis maintenant 8 mois sur ce qu'on pourrait faire pour les détecter. Détecter déjà aux urgences, par exemple, ceux qui sont les plus à risque, et surtout les prendre en charge correctement avant qu'ils ne se chronicisent. Et il y a, bon là j'en ai pas parlé, mais il y a une étude de cohorte qui a été faite en Nouvelle-Zélande par Audrey McKinley, qui a suivi une cohorte née en 77 dans le canton de Christchurch, 1260 enfants qui ont été suivis depuis la naissance avec un suivi prospectif tous les ans de tous les facteurs que vous pouvez imaginer, hein, le stress parental, les séparations familiales, le niveau d'études, le style éducatif parental, les traumas vécus dans la famille, les séparations et tout ça, plus le comportement de l'enfant qui a été mesuré annuellement. Et ils les ont suivis jusqu'à la dernier papier, c'était ils avaient déjà 25 ans. Eh bien, les traumas crâniens légers qui avaient moins de 5 ans au moment de l'accident et qui ont requis une hospitalisation de moins de 48 heures à la phase aiguë, donc c'est les plus sévères, enfin c'est ceux que quelqu'un a voulu garder à l'hôpital pour avoir un œil dessus pendant 48 heures, ils ont des taux significativement plus élevés de troubles du comportement, de troubles de l'attention, d'addiction à l'alcool, aux drogues, d'anxiété, de dépression et de délinquance ensuite à l'âge adulte, enfin comme jeune adulte et adolescent. Donc ça fait assez peur, et ça c'est en contrôlant en multivarié pour tous les facteurs que je viens de vous dire. Bon, donc ouais, ça existe. Mais la question c'est, rien qu'en Ile-de-France, il y en a 35 000, je crois, ou 40 000 par an qui passent par les urgences. Donc quel dispositif peut les voir, les détecter, les suivre? On en est à cette réflexion. Hein. J'avais une petite question qui est un peu de l'œuf et de la poule. Je me posais la question comme ça. Est-ce qu'on a un lien? Est-ce que le fait d'avoir des troubles neurocognitifs est un facteur de risque de présenter un traumatisme crânien? Et puis j'avais une deuxième question qui est un petit peu liée à notre thématique de travail du laboratoire avec Denis, où on s'intéresse à la circulation des protéines, des déchets du cerveau avec le LCR. Et à l'âge adulte, on commence à faire des liens entre traumatisme crânien et maladies neurodégénératives. Donc là, est-ce que, alors chez l'enfant, ça serait avec un autre design, peut-être en voyant des personnes âgées, savoir si elles ont eu a posteriori un traumatisme dans l'enfance. Je voulais savoir si on faisait déjà des liens avec des choses aussi lointaines. Alors, pas à ma connaissance, mais je pense que c'est une très bonne question à se poser parce que, enfin, on imagine que quand on a eu un trauma crânien sévère et qu'on a eu des lésions axonales diffuses et qu'on a un certain degré d'atrophie cérébrale, il y a quand même un risque plus élevé de démence à l'âge adulte. Ça, je pense. Après, donc oui, les enfants qui ont par exemple un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité sont plus à risque d'avoir un trauma crânien, mais plutôt, enfin quand même plus souvent, c'est plus vrai chez les légers. Et dans les cohortes, dans certaines cohortes, par exemple aux États-Unis, vers Cincinnati, là ils ont une cohorte qui suivent depuis plusieurs années et ils ont inclus comme groupe contrôle les enfants qui ont eu un trauma orthopédique, donc qui sont cassés un bras ou une jambe sans trauma crânien. Et je ne vous ai pas dit, mais dans la cohorte de McKinley en Nouvelle-Zélande, ils ont inclus tous les autres trucs qui avaient pu arriver aux enfants, c'est-à-dire les coupures, les brûlures, les plaies, les fractures. Oui. Et donc ils ont contrôlé, oui j'ai oublié de le dire, mais ils ont contrôlé par rapport à tous ces autres facteurs-là ouais. Et en plus ils avaient des données prospectives sur le comportement pré-traumatique qui n'étaient pas liées à la survenue du trauma dans la cohorte de McKinley.